Bonjour à tous, on va démarrer maintenant, laisser la porte ouverte. Ça, il va fermer la porte. On va laisser la porte ouverte. Voilà. Donc, 3 petits messages essentiels avant de démarrer. Les personnes à écouter sont sur l'estrade, moi je ne fais que passer les slides. On est dans une collectivité fermée, donc on respecte une règle de courtoisie élémentaire. On peut évidemment faire des tweets et dire ce qu'on pense, mais on demande à ceux qu'on cite l'autorisation d'être cité au préalable, puisqu'en anglais ça s'appelle une règle de Chatham House, qui consiste à, voilà, c'est une règle de courtoisie élémentaire quand on est dans des groupes humains. Ça évite au moins qu'on ne se massacre pas les uns les autres quand on a des problèmes. Les professionnels qui viennent s'exposer avec nous prennent parfois l'autorisation absolue de pouvoir parler, donc au moins ça évite de les mettre en désaccord. Le deuxième petit sujet, on a fait un choix pédagogique sans vous. Vous êtes les apprenants. Moi, je ne suis pas le sachant. Le sachant, c'est elle. On a fait le choix en fait de présenter les sujets technologiques importants par des use cases. On s'est dit, on ne va pas aller faire un grand exposé sur blockchain. On a pris des cas que Catherine a identifiés. Je vais vous présenter un peu pourquoi elle est pivot dans cette affaire. On a pris 5 cas réels, du monde réel. Vous allez voir les logos apparaître. Ce sont 5 cas réels et publics. Toutes les références liées à ces cas sont publiques. Vous aurez les liens à la fin. 5 cas réels d'applications technologiques qui ont donné des succès certains ou moins certains. On verra ce sujet-là. Donc on est dans la vie réelle. Donc on va dérouler 5 cas comme ça. Si un cas vous plaît pas, vous allez voir 2 minutes après, il y a autre chose. Avec moi, donc moi je suis modérateur. Christophe Charbonnier qui est DSI d'MPSA. Christophe, je crois que tu es déjà un peu connu ici. Tu as une petite réputation. Positive. Pas si petite, tu as une bonne réputation. Moi, je vois que tout le monde hoche de la tête. Donc, tu seras modérateur l'année prochaine, voilà ce que ça veut dire. Catherine Lejal, qui est notre scientifique, c'est pas notre caution scientifique, qui est notre scientifique, qui est enseignant, alors d'abord qui est ingénieur, petit 1 quand même, c'est un fondement technologique important, surtout qui est enseignant-chercheur à l'ICS, je ne sais plus quelle école déjà. À l'Institut Sup. Oui, ça marche. Ça marche. Bonjour à tous. Merci d'être là, hein, parce que vous avez du mérite avec la chaleur et l'heure de la digestion. Oui, effectivement, alors aujourd'hui, je suis chercheur dans une école de commerce et mes sujets de recherche, c'est de comprendre la création de valeur des technologies, mais la création de valeur pour le client. Alors, je suis ingénieur télécom au départ. Et on avait eu une petite formation sur la création de valeur. J'ai d'abord travaillé chez IBM, il y a donc en 95-96, pour vendre des projets d'EDI. Et aujourd'hui, alors ça s'appelait IN Connect. Voilà. Aujourd'hui, on appellerait ça effectivement du cloud, des projets de SaaS. Alors voilà, un peu, Catherine est un puits de science. Voilà, donc il faut qu'on arrive à la mettre vers notre intérêt. Je vous interromps, Catherine. Voilà. Donc l'intérêt de Catherine, c'est qu'elle a vraiment, pour être sérieux, un regard clinique, ce qui est tout à fait intéressant, avec une culture technologique, ce qui est tout à fait intéressant. On pourrait avoir un regard clinique qui soit subjectivé par d'autres choses. Elle a vraiment une approche technologique et un regard clinique, donc c'est vraiment intéressant. On va tout de suite rentrer dans les use cases. Christophe, lui, il viendra nous dire ça j'ai essayé, ça j'ai pas essayé. Et on va essayer de gagner du temps à la fin pour voir si vous avez aussi des choses à partager sur ces sujets-là. Je rentre tout de suite, mais vraiment dans le dur sur Rémi Cointreau. De quoi, oui. Catherine, J'avais c'est fait quoi une le petite projet? slide sur. Oui, mais on va aller Oui, directement dans ok, les sujets. ok, Les gens très bien, veulent très bien. du Alors concret. on a très bien. Qui étaient les particularités des ETI avec l'agilité et finalement l'idée de trouver de la valeur ajoutée par rapport à des grands groupes. Alors, le premier use case lié au cloud, c'est Rémi Cointreau. On est dans un cas B2B, donc plutôt de vente indirecte. Et là, la question du cloud, c'est le référentiel unique, c'est-à-dire un vrai problème de qualité des données qui ne sont pas forcément cohérentes, qui sont méconnues des distributeurs, donc qui vont potentiellement les acheter. 12 marques, plein de pays. Donc finalement, aujourd'hui, à l'époque, c'était traité par du mail et de l'Excel. Donc pour résoudre ce problème de qualité des données également chronophage, ils ont créé des groupes métiers. Donc c'est vraiment parti par des groupes métiers, une étude de marché sur 3 mois, un pilote avec les US, 200 références, des fiches produits de base. Et ça a été lancé donc avec Product Information Management d'Arkineo. Et puis c'est géré par Devoteam. Aujourd'hui, c'est plus de 55 collaborateurs qui l'utilisent, plus de 4700 références. Donc, on a les KPI de ce projet. Donc, ça, c'est vraiment un projet réussi. Ça renforce les relations commerciales. Ça facilite, avec les distributeurs, ça facilite finalement le travail des équipes marketing, de la logistique. Le parcours client est également optimisé. Donc, un bel exemple de cloud. Attends, Catherine, petite pause. On va demander à Christophe. Donc là, on a un cas de succès. On le voit bien. On arrive bien
à une réduction du temps de mise à niveau. On peut calculer les KPI, on peut venir les proposer à la direction générale en ROI des investissements consentis. Toi, Christophe, le PIM, tu as Ouais, moi j'ai eu, commentaire. voilà, Comment, voilà. j'ai eu un peu, bonjour à tous, je sais pas si on m'entend tout à l'heure. J'ai eu un peu le même problème d'articles aussi, des sources multiples. On avait créé des articles, mais en tout cas, il y avait la base, on va dire, informatique, les données pures étaient d'un côté, les données marketing de l'autre. Donc on a fait un projet aussi pour faire un peu la même chose. Bon, c'était plus une démarche un peu de MDM pour régler les problèmes techniques informatiques au départ. L'informatique a été assez leader là-dessus. On l'a fait. Ça, on a fait un choix, non pas en mode cloud, mais en mode on-premise, parce qu'on était plus dans du MDM, donc on avait plus un volume de données un peu importante. Je travaille dans le pneumatique et il y a aussi la pièce technique. On a, je pense, 800 000 références. Donc c'est des volumes un peu importants pour le mode un peu à distance. Et on a fait une petite erreur quand même, parce que un MDM ou un PIM, c'est quand même beaucoup un peu informatique. On urbanise, on regarde comment ça marche, on crée les échanges entre les silos. On a bien géré ça. Et on a automatisé aussi, mais sans trop consulter le métier, parce que pour nous, ce n'était pas forcément un métier. Les personnes, elles saisissent des articles, et en fait, c'est un métier. Et quand on l'a mis en place, bah, ça a crissé un peu. Et ils avaient raison, on a refait une deuxième passe. Et la deuxième passe, on a un peu plus étudié leur façon de travailler, qui nous paraissait de la simple saisie. C'était pas que de la simple saisie. On a compris qu'il y avait des besoins de vérification, enfin, des choses un peu plus poussées. Et là, ça a devenu un vrai succès. Comme quoi, enfin, l'éclairage, la techno, c'est bien, mais la création de valeur, l'usage des métiers, faut pas les oublier quand même. Même dans un projet qui paraît un peu technique, il y a toujours un utilisateur, il y a toujours un métier, de ne pas sous-estimer le métier, même si le projet paraît au départ un peu technologique, et régler des problèmes souvent de l'IT, en fait. Voilà, on va faire comme ça sur 9K avec la version Catherine et Christophe. Alors, on s'est dit, est-ce qu'il est candide ou vous savez, comme à la télévision, sniper. Donc, il aura parfois candide, parfois sniper. Il dit ce qu'il veut. Yves Rocher, Catherine, quel est le Oui. sujet qui nous intéresse sur Yves Rocher? Alors, sur Yves Rocher, je l'ai choisi parce que là, on est en B2C. Yves Rocher, c'est à la fois Yves Rocher, bien sûr, mais aussi Dr Rico, Petit Bateau. Donc, beaucoup de ventes directes, hein. Et là, il s'agissait d'améliorer l'expérience client donc, sur la vente en ligne et de rajouter la dimension responsable, donc Green IT, dans le cadre d'un projet Digital Responsibility Ambition pour 2030. Donc d'aligner les objectifs IT avec les objectifs de durabilité de l'entreprise. Parce que là, vous voyez qu'un des KPI, c'est réduction de l'empreinte carbone de 30%. Donc, ce qui a été mis en place, donc une migration de progressive de tout SAP avec une logique API first dans 115 pays. L'idée, c'est de choisir aussi les régions selon leur pourcentage d'énergie décarbonée. Donc un choix, puisque là, l'objectif principal, après amélioration bien sûr de l'expérience client, mais c'est aussi d'accompagner cet objectif green. L'objectif Green aujourd'hui, Christophe, c'est parce sur d'autres tables rondes hier, pendant que vous étiez en train de faire la queue dans votre avion sur le tarmac, je ne sais où, nous on travaillait ici, on a entendu beaucoup de choses à propos des objectifs RSE, dont l'étendard a l'air de flotter un peu moins fort. Sans vouloir dire que le sujet n'est plus prioritaire, parce que les engagements sont pris à 20-30 ans, donc ça on ne peut pas le défaire. Il semble quand même que, je ne sais pas si Christophe tu vois ça, l'étendard RSE, surtout sur le green, sur équivalence, équité, intégration, ces choses-là moins, mais sur le green, il y a un petit recul. Tu vois ça, toi, hein? Alors, nous, je vais peut-être sniper un peu. Alors, nous, on est grossiste en pneumatique. Alors, on est plutôt dans le genre goudron, pollution. Ça n'empêche pas Green, il y d'avoir en une a un peu utilisation loin, RSE. quoi. Oui, oui. Ça n'empêche pas d'avoir une. Ouais, bon, on va essayer de se peindre en vert un petit peu. Mais alors, nous, on est passé à 100% cloud aussi. Mais franchement, il n'y avait pas d'objectif green. Honnêtement, c'est pas un sujet. Et sur la RSE ou sur le green, notre empreinte carbone, pour nous, elle reste quand même aujourd'hui majoritairement. Bah, c'est bizarre, hein, mais c'est le déplacement des employés quand ils viennent travailler. C'est la principale pénalité de l'entreprise aujourd'hui, c'est le déplacement de ses employés. Sur ce cas-là, donc, Catherine, on est. Pardon, le sujet. Sur ce cas-là, il faut prendre Squeezy, Squidland. C'est quelque chose qui a été créé par des banquiers qui, à l'âge de 30 ans, gagnaient énormément d'argent et se sont dit, nous, on veut avoir un impact, finalement, un petit impact pour la planète. Ils ont créé une application qui te fait gagner des points
pour les collaborateurs. Donc, quand ils remplacent le fait de prendre leur voiture par la trottinette, les transports en commun, et avec ces points, donc ensuite les entreprises s'affrontent les unes les autres. Tu peux gagner des points aussi pour aller dans le métaverse, pour acheter des abeilles, des choses comme ça. Et à la fin, ils replantent réellement des arbres, voilà, en disant d'habitude on va dans le métaverse pour fuir le monde. Et là, au contraire, c'est le métaverse qui permet d'enrichir le monde entier. C'est Squadland, Squadeasy, créé par des banquiers trentenaires. Je C'est sais une pas si entreprise c'est que les je connais mêmes. bien et voilà, Je viens d'un auquel très grand j'écris, groupe. écrit des articles de recherche parce que je trouve que c'est un beau. Je viens d'un très grand groupe où on avait ce type de système où on plantait des arbres à l'autre bout du monde jusqu'à ce qu'on apprenne que les gars qui plantaient des arbres étaient juste des tortionnaires et des esclavagistes, ils faisaient bosser des gosses. Et donc on a tout d'un coup planté des arbres ailleurs. Bref, par contre sur le sujet Yves Rocher, on est quand même en positif, Catherine, pour être Oui, plus oui, tout à sérieux. fait, parce que On arrive en positif. oui, tout à fait. Alors, on est dans du B2C, donc le green est plus important, surtout Yves Rocher, pour la marque Yves Rocher, pour Petit Bateau. Je vais pas dire que c'est une cible un peu bobo, mais c'était important d'être un peu plus green que peut-être Rémi Cointreau, où finalement on vend à des distributeurs d'abord. Sans être ni bobo ni autre, on a entendu hier des choses assez intéressantes en disant les objectifs RSE et de privacy servent aussi la marque employeur. Oui. C'est-à-dire qu'on a une génération, je ne sais plus si on est à la Z ou à W, j'en sais plus rien. Je comprends à peine mes enfants, mais voilà. Et on nous a dit attention, ces objectifs-là servent à dire que l'entreprise a quelque part une vertu, elle a plein de vertus, plein de défauts aussi. Elle est quelque part vertueuse. Est-ce que vous confirmez que c'est soit Catherine, soit Christophe, est-ce que ces objectifs affichés RSI et privacy améliorent la marque employeur? Alors moi, j'ai pas eu ces besoins-là. Moi, la marque employeur, elle est plutôt par le niveau de technologie qu'on emploie. Si je veux recruter, je pense que si je suis dans le cloud, si je travaille sur des technologies assez hype, assez récentes, je vais plus attirer des gens. Je pense que c'est dans le domaine spécifique de l'IT, c'est vraiment la techno qu'on va utiliser. Le fait d'avoir les dernières technologies, de mettre du SASI, de mettre des choses comme ça un peu hype, ça va plus, c'est plus ça qui, moi, me permet de travailler la marque employeur. Oui, il y a ce qu'on appelle le Green Consumer Gap, c'est-à-dire un grand gap entre les attitudes et les comportements, où les jeunes disent on est très très impliqués pour la planète, et la réalité du comportement, c'est tu leur dis attendez, ChatGPT, vous savez ce que ça consomme? C'est une requête ChatGPT, c'est 30 fois plus qu'une requête Google. J'interroge des jeunes, pour se trouver un coiffeur, ils demandent à ChatGPT. Pour une station de métro, alors ChatGPT se trompe souvent d'ailleurs. Le jeune se retrouve à Franklin-Roosevelt, il croit qu'il peut trouver la ligne 3, voilà. Sur des choses très rigolotes comme ça. C'est la culture générale, ça. ChatGPT, et tu leur dis, mais c'est 30 fois plus consommateur d'énergie. Ah oui, c'est tant et tant de seau d'eau. Ah oui. Donc on parle de paradoxe là. Voilà, ce paradoxe-là, il est très clair et il est encore plus marqué chez les jeunes. Je dirais, la génération, la mienne, les X, voilà, on assume, on le fait, c'est ludique. Voilà. Mais c'est passionnant. Passionnant. Voilà. Ces jeunes sont passionnants, surtout Oui. quand c'est nos enfants. Oui. Cas suivant. Alors, la blockchain. Sur Voilà. Unisot. Alors ça, c'est un cas que je connais personnellement. C'est l'histoire de Stefan Nielsen, qui est un Suédois qui, en 87, lit un écrit d'un Japonais qui commence à parler de la blockchain. Et lui se dit, on a un problème de scandale alimentaire. Donc, on a besoin d'un outil de traçabilité parce qu'il y a des gens qui font effectivement, qui vendent la viande de cheval, mais il y a tous les autres qui finalement vendent des choses de qualité pour lesquelles il faut un vrai effort. Comment est-ce qu'on peut documenter ça? Donc, c'est mettre en place. Alors, Stéphane, lui, a pris le choix, en créant son entreprise Unisot, de la blockchain publique. Et il l'a appliqué à la pêche industrielle, puisque Suède-Norvège, c'est la première industrie. Et toute la supply chain est doublée. Donc, ça, c'est le flux physique des poissons qui va au restaurateur, qui va au consommateur, est doublé d'un digital twin, donc d'un jumeau numérique qui est enrichi par chacune des étapes. Alors là, donc, c'est une blockchain publique. Et ça permet de donner à toute l'information. De même, il dit même les parents du poisson, pas simplement la densité de poisson. Donc vraiment plein d'informations. L'idée, c'est est-ce que le consommateur final est réellement prêt à payer? Quel est le pourcentage pour avoir cette information? Oui, parce que ça crée un surcoût quand même. Oui, majeur, ça crée quand même un surcoût majeur. Donc on voit là les informations. Un autre cas très intéressant, c'est la Berry. La Berry, lui, a choisi une blockchain privée avec son principal fournisseur, donc celui qui fournit 100% des saumons fumés haut de gamme et 80% des moyens gamme, pour tester. Donc là, sur coût. Et ce qui était intéressant, c'est que justement, l'IT a d'abord été voir le marketing. L'IT s'est dit, on va appliquer ça au saumon haut de gamme. Et le marketing a dit non, le saumon haut de gamme, on sait le vendre sans rien. Notre image suffit.
c'est plutôt celui qui est en dessous. Dans le pas cher, on n'est pas très bon. Mais c'est celui au-dessus parce que Carrefour, Monoprix, Super U, les distributeurs estiment que si on a cette traçabilité, on va être mieux référencé, on va être mis en avant. Donc, il y a un petit surcoût, mais l'idée, c'est image, référencement par rapport aux distributeurs, et puis montrer cette image qualité. On l'a vu aussi chez les liquoreux et les vendeurs de vin. Tout à fait. Là, je travaille avec le quinoa réal de Bolivie, avec des petits planteurs andins qui, donc sur les hauts plateaux, qui disent finalement, on a fait des efforts par rapport à nos parents, nos grands-parents, et on nous a dit de faire ça en termes de qualité. Il est éco-certifié, mais on vit mal avec ça, parce que les labels, finalement, le consommateur européen, il se méfie, c'est pas trop, c'est opaque, ce que ça veut dire. Donc, on est en train de travailler sur une blockchain publique parce qu'elle est plus sécurisée, elle est plus facile pour eux à mettre en place. Et à la fin, ça se manifeste par un QR code. Alors, je reviens à la Berry, ça a aussi fait un surcoût. Et aussi la chaîne de production, c'est-à-dire que l'étiquette, le QR code, en fait, celui qui produisait l'étiquette ne savait pas faire le QR code. Donc, au départ, il a été rajouté. Enfin, tous ces problèmes-là, finalement, il faut que tu aies des données propres, il faut que ça soit... Christophe, donc, voilà. Sur la partie traçabilité blockchain, c'est des choses que toi, tu peux envisager ou on n'a pas vraiment de sujet là-dessus. Nous, on est distributeur de pneus, donc on achète des pneus aux fabricants, on les vend à nos clients. Le fabricant, il va avoir envie de savoir par où passent ses pneus, de faire la trace de savoir qu'il a fabriqué, quel circuit de commercialisation. Nous, on n'a pas hyper envie qu'ils le connaissent. Donc c'est plutôt l'inverse, c'est l'intraçabilité ou c'est la confiance, pardon. Excuse-moi. Parce que dans nos rapports de force avec lui, c'est mieux si c'est pas trop, quoi. Oui, c'est pas là, on est plus sur des exemples, parce que Stéphane Nielsen sur Unisot, après il a donc d'abord fait avec les poissons, on est plus sur des scandales alimentaires en fait, où les gens sont prêts à payer parce que derrière ils veulent savoir ce qu'ils mangent. Et les deux autres premières blockchains qu'il a aussi industrialisées, c'est celui en fait en Sicile de l'huile d'olive. Parce qu'il y avait, alors j'aime bien son nom, Agricola Francesco Pepe, qui est un Sicilien qui produit de la bonne huile d'olive. Contrairement, alors il y a 900 000 euros d'huile d'olive contrefaite, avec plus de 1500 timbres des douanes. Hein. Les douanes avaient donné les timbres, hein, c'était pas ça le problème. Donc lui, il a sa bonne huile d'olive, et donc là, il veut prouver via un petit QR code sur les bouteilles que son huile d'olive est bonne. Et l'autre aussi, c'est les tampons hygiéniques, parce que ça soit du coton en fait organique ou du coton non organique, dans un, il y a des métaux lourds, du plomb, donc qui produit un cancer, infertilité, malformation chez les enfants. Donc il y a vraiment une utilité dans le pneu, vous n'avez pas vraiment ces problèmes-là. Mais l'huile d'olive, le poisson, et là, on est sur des scandales alimentaires, sur des questions, dès qu'il y a la santé et la sécurité, voilà. Mais c'est plus des KPI IT. Non. C'est des KPI de soft assez complexes à approcher. On est sur willingness to pay. Ouais, willingness to pay, quand même. Voilà. Et le consommateur, il est prêt à payer quand, si tu peux être cancer des gamins, voilà, ou ta propre santé. Et puis, celui qui produit de l'autre côté, celui qui produit de la bonne huile d'olive, il est peut-être aussi prêt à donner une petite partie de son chiffre d'affaires, sa marge, pour pouvoir prouver que ce qu'il produit est bien. Parce que sinon, ce qu'on appelle une asymétrie d'information, il y en a un qui se donne énormément de mal, que ce soit mes petits producteurs de quinoa réal là, dans les Andes. Tu produis, tu fais des choses bien et tu n'arrives pas à le documenter. Il n'y a pas d'information au consommateur. Commentaire, Christophe? Non, je t'ai vu. Non, c'est vrai, c'est que la confiance nous, on vend des pneus, c'est des marques, donc la confiance, elle est liée à la marque. Il n'y a pas de contrefaçon de pneus connus. Je pense qu'il n'y a pas de sujet là-dessus et c'est moins important que ce qui est... Donc, on a vu PIM, Cloud, Blockchain. Ça ne fera pas une chanson à la fin. Mais alors, influence digitale, ça, c'est le cas truculent. Catherine, du détail, surtout du détail. C'est truculent, ce truc. Ce cas-là, je l'adore parce que... Tout le monde l'adore. Voilà, parce que je connais Manuel Malin, qui est donc quelqu'un qui a créé l'entreprise Courbet, qui fait du diamant de laboratoire. Donc Manuel Malin l'a appelé Courbet parce que Courbet est d'abord, c'est le peintre, vous savez, qui a peint l'origine du monde, qui était pour la Commune, qui est originaire de Besançon comme lui. Donc lui, il estime qu'il peut donner avec son diamant de laboratoire un grand coup dans la fourmilière de tous les diamantaires qui ont plein de diamants en stock et qui disent qu'il y a une rareté dans le diamant. Et les études PricewaterhouseCoopers disent le marché du luxe, c'est les millennials chinois. Donc il se dit, OK, je vais aller taper dans le marché des millennials chinois. Il contacte une agence de marketing digital donc chinoise, il suit leurs conseils.
Là, c'est du live shopping. Donc, lui qui produit d'habitude que à la commande, se met à produire pour pouvoir écouler en 1 heure des centaines de petits boîtiers. Donc, il fait des petites bagues et des petits bracelets voilà. Ça lui coûte beaucoup d'argent. On lui conseille cette fille. Alors, vous voyez, elle est très jolie. Elle est diplômée de l'Académie de danse et Précision, de c'est cinéma. une vraie influenceuse en Ah oui, chair, en là, os. c'est une influenceuse réelle. Hein. Elle est C'est née en important pour la suite. Elle est née en 90. Voilà. C'est important pour la suite. Elle est intéressante parce que elle a 50 millions de followers. Elle est diplômée de l'Académie de danse et de cinéma de Pékin. Elle a joué dans des productions hollywoodiennes. Elle a tourné, donc, elle a des partenariats déjà dans le luxe, Bulgari, donc les bijoutiers, Shu et Umara. Et donc, il produit tous ces petits bracelets, ces petites bagues. Le live est prévu et vous voyez là en haut, Food Companion. Malheureusement, la veille du live shopping, elle est arrêtée par la police parce qu'elle avait fait de la publicité pour ce truc qui s'est censé maigrir, être un complément alimentaire, voilà, mais qui est en réalité complètement faux. Donc, il se retrouve préjudice 4 millions d'euros quand même. Hein. Et c'est le cas intéressant. Donc là, moi, je le vois tous les 2 ans. Tous les 2 ans, il me raconte plein de choses. Puis après, ça fait 2 articles de recherche. Et ça, c'est vraiment bien parce que c'est l'exemple où il a tout bien fait. Et puis, il y a le petit... Et la solution, c'est quoi alors? imprévisible. On fait quoi maintenant avec ce type de risques qui sont quasiment invisibles? Alors comment pour on peut lui, traiter le sujet? c'est aujourd'hui travailler avec un influenceur virtuel, donc un influenceur créé par l'IA, par une agence de com, parce que tu maîtrises tout. Cette IA, comme Lily Milkela, comme Rosie, qui sont donc des influenceuses créées par les IA, par des IA génératives, par des agences de com. Donc c'est l'agence de com qui touche. Par exemple, en Espagne, vous avez Aitina Lopez qui rapporte 10 000 euros par mois à son agence. Donc eux, elles n'ont pas de life. Hein. Enfin, elles ont une playlist, elles racontent des tas de choses, elles ont des petits copains, elles ont des choses. Mais dans la réalité, il n'y a pas de bad buzz puisque tu contrôles tout. Et ensuite, c'est très répandu, ces influenceurs virtuels. Chine, Corée du Sud, Japon. Ils sont plus en avance que nous. Nous, par exemple, on a Anne Cardi. Anne Cardi, c'est la bretonne. Certaines sont créées par des marques. Peut-être que vous avez vu Léna, elle a été créée par TUI Nouvelles Frontières, Passion des îles. Voilà, on en a certaines. Donc, et alors, les taux d'engagement et de conversion sont 3 à 8 fois supérieurs. Et on les sort de prison avec une simple carte bleue, c'est très rapide, tac. Ah oui. Donc là, c'est l'idée, c'est de se dire au moins il n'y aura pas de bad buzz. Et elles font du live shopping 24 heures sur 24. Donc, l'intérêt de l'IA, c'est effectivement... là, c'est un vrai intérêt. Un vrai tu crées exactement Commentaire, Christophe? C'est passionnant. Enfin, moi, je sais pas. T'en es peut-être pas là en termes de techno. On en est un peu loin, ouais. On en est très loin. Mais c'est... Dans chaque univers, il y a un influenceur. Dans chaque univers, il y a une opinion. Dans le pneu ou ailleurs. Ah, mais oui, non, mais alors, l'entreprise qui a aussi une partie B2C qui vend des révisions par Internet, on fait appel à des influenceurs aussi, des influenceurs automobiles qui visitent les garages. On fait aussi appel à eux, donc pourquoi pas. Tout à fait, marque de saucisson, tout le monde est bon pour ce genre de truc. En fait, c'est des canaux de communication. Aujourd'hui, chaque audience est tellement, on a des audiences tellement pointues et segmentées, tellement spécialisées que moi, là en ce moment, j'ai interrogé 18 experts et 18 marques qui utilisent des influenceurs virtuels pour un article de recherche. 18 consommateurs aussi, mais ça c'est moins intéressant. Ce que disent les marques, c'est finalement c'est un canal comme un autre. Ça va me coûter 3 000 euros, mais je vais toucher une autre audience, plus jeune souvent. Oui. Sans qu'il y ait de rapport entre les deux, le slip français sur la partie IAGEN, industriel français, qui est souverainiste, il n'y a pas de rapport. Hein. C'est pas moi qui mets. Catherine, c'est vous qui avez mis ça dans cet ordre-là, c'est pas moi. L'IAGEN. Alors eux, on fait pas mal de publicité avec les IA en disant, nous, finalement, on a d'abord du savoir-faire français, etc. Alors eux, l'IAGEN, c'est classique, c'est améliorer le service client, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des pics. 40% de leur activité, c'est la Saint-Valentin, la fête des pères, les soldes et Noël. Donc à ce moment-là, on ne peut pas dimensionner le service client pour ça. Et aujourd'hui, avec donc ces conseillers virtuels, vous voyez, on a 99% des demandes qui sont créées, qui sont traitées par les IA génératives. Donc réduction de charge de travail des conseillers, 24 heures par mois, avec finalement la même satisfaction client, une meilleure prise en compte, même en plus en dehors des heures de bureau, des demandes. Et donc finalement, là, un KPI interne-externe, bien-être des agents, donc RSE,
et puis amélioration de l'expérience client via cette plateforme, cette IA générative, qui est assez classique. Christophe, sur l'IAGEN, frontal client ou pas, Alors, comment toi tu vois la chose? Sur ce use case-là, c'est quelque chose qui est en réflexion chez nous, mais on bute un petit peu parce je pense qu'il faut quand même bien processer les cas. On a des cas très compliqués, assez Mais est-ce différents. qu'en B2B, vous êtes en B2B, Ouais. est-ce que vous avez des appels Oui. 24 heures sur 24? Je ne pense Non, pas 4 non, heures du matin. non. Quand on est en B2C, On a- 30% du commerce On a se du fait... B2C aussi. On oui. a une petite activité qui représente moins de 10%, mais Ouais. le B2C, mais on n'a pas 24 heures sur 24 de toute façon non plus. C'est ça. Alors qu'en B2C, on a énormément de C'est choses vrai qui qu'il y passent. il y a des process, il y a des questions qui sont très, très diverses. Et aujourd'hui, c'est plus sur cette réflexion-là, comment on alimente la base, enfin, quelles données on prend pour pouvoir Ouais. faire travailler l'IA dessus. Parce qu'aujourd'hui, c'est les conseillers, ils ont quelques bribes de process, mais c'est beaucoup encore sur la capacité humaine de traiter qui traite, c'est plus de la relation commerciale. Et on Mais n'a en pas, parlant- on n'a pas les données en fait. En Donc, parlant, tu disais quand même qu'en IAGEN, on a quand même ces fameux Shadow IA avec ces patrons visionnaires, ces métiers visionnaires et intelligents qui découvrent l'IA le samedi soir, en font le dimanche, ils arrivent le lundi matin avec des exigences autres comme la tour de Babel. Il y a quand même un vrai phénomène d'acculturation technologique à vitesse complètement décalée et parfois le DSI est le dernier au courant. Donc je disais quand même que ça parfois, ça nécessite de se mettre à jour très vite sur toutes les technos. c'est un challenge, ça. Moi, mon patron, je peux vous donner une anecdote, il monte dans sa bagnole quand il rentre chez lui et je sais pas, il voit un sens interdit et il dit ChatGPT, raconte-moi l'histoire du sens interdit. Et il parle à ChatGPT pendant tout son trajet et il dit j'apprends plein de choses, je lui demande de m'expliquer des tas de choses. Donc forcément, ouais. Il sert de Il- psy il- aussi il- chez il- beaucoup de jeunes. En fait. Oui, voilà, de psy exactement. Ah oui, oui. Incroyable. Donc sur l'IAGEN, donc là on a quand même effectivement un besoin extrêmement boosté avec des pics de variation très importants. Oui, Et la techno permet effectivement de Tout à compenser fait. un peu ces je pics pense que d'activité. l'exemple de Christophe est plus celui du suivant, de Manutan, qui utilise l'IAGEN donc dans du B2B pour effectivement... Voilà, sur Manutan, voilà, voilà. la Manutan. Manutan, voilà, pour en fait standardiser, automatiser le catalogue produit. Manutan, c'est 850 000 références de 4 000 fournisseurs différents. Donc il faut compiler, corriger, harmoniser pour que ça soit au standard Manutan. Il y a 20 000 nouvelles références produits par mois. Quand on est face à un volume comme ça, et alors j'ai trouvé des chiffres qui m'ont paru étonnants. Voilà, enfin le nombre de références que peut traiter une personne par heure par rapport à ce que fait l'IAGEN. Enfin, à un moment, c'est vertigineux. 850 000 références catalogue. Donc là, ça voulait dire 2 personnes à plein temps, plus de l'externe pour 24 000 euros par an. Donc là, on fait des vraies économies avec une solution finalement projet court, équipe réduite, puisque c'est un besoin particulier de cette gestion du catalogue produit. Sur ce point précis, Catherine, vous dites faire des économies. Il n'y a pas un immense danger à dire que l'IA remplace les gens? Parce que ces gens-là, ils n'ont pas été licenciés, ni foutus à la porte. Enfin, je ne l'espère pas. Oui, tout à fait. On en a fait autre chose. Et ça, il faut bien l'expliquer. Que les projets IA ne sont pas là pour remplacer les gens. Non. Alors, il y a eu... c'est mal expliqué, ça là, tourne hier, il y très a eu mal. je ne sais pas si vous avez vu peut-être IBM qui racontait en 2019, IBM a licencié 8000 personnes du fait de l'IA. Plutôt dans la partie RH, en disant finalement, tous les gens qui traitaient les notes de frais, etc., l'IA, donc 8000 personnes licenciées à cause de l'IA. Et aujourd'hui, des années plus tard, ils rembauchent le même nombre de gens, mais des gens qui ont des capacités, des compétences pour développer des produits IA. Donc on est bien dans de la destruction, la création, mais ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes compétences. Donc là, il y avait un problème, c'était chronophage en fait. Voilà, c'est ça. C'était chronophage et coûteux. Les 2 agents plein temps n'arrivaient pas. Enfin, 20 000 nouvelles références tous les mois, c'était au détriment de la qualité, parce qu'il faut les compiler, corriger, harmoniser. Donc, à un moment, ça plafonnait. Donc là, aujourd'hui, on a bien, vous voyez, les KPI, réduction, diminution des coûts, etc. Manutan, il y a 2 autres projets IA GEN qui sont intéressants. L'optimisation aussi du remplissage des appels d'offres. 85% des appels d'offres qui leur arrivent peuvent être pré-remplis.
Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant puisque c'est de l'automatisation, c'est des tâches répétitives. J'ai entendu, je ne sais pas où, qu'il y avait aussi le Euh, remplissage des questionnaires d'assurance en cyber. Mais je ne sais pas où j'ai entendu ça. Voilà, 35 000 lignes produits. Voilà. Alors là, sur l'optimisation des appels d'offres, on a 20% d'augmentation du taux de conversion, plus 10% du panier moyen et plus 5% de compléments de vente grâce à des recommandations. Donc Christophe, là, on oui. voit bien, c'est des choses assez génériques. Sur l'IAGEN, Voilà. on arrive dans ton cas. Le dernier Ouais, peut-être, ouais. c'est un chatbot IA pour finalement de la conversation avec les clients 24 heures sur 24 et un support commercial dans 25% des cas. La conversation, l'IA peut le traiter en autonome. Et après, on arrive dans 25% des cas, c'est quand même pas mal, et 24 heures sur 24. Donc après, ça permet aux équipes de traiter des choses plus niveau 2. Christophe, est-ce que dans ton cas, on arrive à mettre l'IA ou ces projets technologiques dans le projet d'entreprise, dans le projet de création de valeur, ou est-ce qu'on est encore sur un truc techno à essayer? Est-ce qu'on arrive à passer un peu les étapes Alors, sur l'IA pure, si on parle pas d'IAGEN, on a un projet d'entreprise vraiment de prévision des ventes, de pricing, avec plein de clients et nos volumes, mais qui va être plutôt du deep learning ou du machine learning, on va dire de l'IA plus Sales traditionnelle. learning, oui, tout à fait. Sur ces domaines-là, on ne va pas aller sur l'IA générative. L'IA générative, les projets qui, aujourd'hui, pour remplir notre PIM aussi, effectivement, de façon artisanale, les équipes elles font du chat GPT, alors on va dire à la hussarde. Donc là, il y a des réflexions qui sont faites dessus, puisqu'aujourd'hui, effectivement, ça peut être très utile pour nous pour ça. Alors même si on a beaucoup de références, mais en fait, on ne remplit pas, les argumentaires marketing sont au modèle, donc il y en a beaucoup moins, mais il peut y avoir aussi des besoins de traduire dans plusieurs langues, et là, l'IAGEN, elle est forcément très bien. Et puis, il y a aussi une tentation qu'on ne sait pas bien évaluer ou qu'on réfléchit, qui est l'optimisation SEO, parce que derrière cette argumentation, il y a le référencement en SEO qui peut être meilleur, mais on se dit aussi que Google, il va réagir, et je pense que tôt ou tard, il va bien finir par voir que ce référencement, il va essayer de dépister, il va trouver les moyens par une autre IA de dépister que c'est une IA qui a fait ses argumentaires marketing, et peut-être qu'il va pénaliser. Donc on ne sait pas trop si on veut y aller ou pas. C'est partie des questions, parce que notre argumentaire, il sert non seulement aux clients, mais il sert aussi, évidemment, peut-être même en premier, à se faire référencer correctement. Alors juste pour dire, tu as participé à une étude qu'on a publiée, moi PAC et comme Exposium hier, ici, justement sur l'IA. On évalue à peu près moins de 20% des projets d'IA sont passés à l'échelle. Tout le reste sont des POC ou des recherches, et on a moins de 10% de projets qui sont aujourd'hui totalement intégrés en IAGEN. Je parle bien d'IAGEN, pas de ML ou de DM, qui sont totalement intégrés au process de l'entreprise. Tout le reste, on est encore en train, pour les ETI françaises, encore en train de chercher la correspondance, l'alignement entre la tech et la création de valeur. On connaît peu d'IT qui soient là pour l'IT dans les ETI. On n'a que des IT qui contribuent au business de l'entreprise, que ce soit business financier d'ailleurs ou administratif, la création de valeur. Donc, on est C'est encore ces très bas dans l'adoption chiffres-là générale. qu'on voit partout. Oui. 70% des proof of concept ne passent pas la barre. On a seulement 25%. Donc l'étude, vous pouvez vous en servir pour argumenter dans vos endroits. Il est à disposition. Manu Tan, alors quelques derniers cas J'aime bien aussi. C'est des cas merveilleux, ça. Ça amuse beaucoup les étudiants. Alors vous les connaissez peut-être, les publicités Coca-Cola qui a utilisé l'IAGEN. Alors pour créer la première, celle de gauche, c'est dans le musée. Donc la bouteille qui passe d'un tableau à l'autre et c'est hyper créatif avec l'étudiant en art qui rêvasse et il passe. Donc on trouve le CRI, Munch. La vidéo est super, mais elle fait 2 minutes. Voilà. Donc si vous la connaissez pas vraiment, regardez-la, elle est magnifique. Et à côté, pour Noël, c'est la nouvelle publicité que Coca-Cola a sortie qui reprend sa publicité culte de 95, sauf qu'elle a été faite avec de l'IA. En 95, génial, de l'émotion des gens, c'est vraiment la culte. La refaire la même chose, donc pas créatif, avec des personnages créés et des animaux par l'IA, il n'y a pas d'émotion. On voit bien, donc c'est un vrai bad buzz, on voit bien que l'acceptabilité de l'IAGEN dans les publicités par les consommateurs, il faut que ça soit créatif, il faut que ça soit des choses qu'on ne peut pas faire autrement. Si c'est pour finalement faire des économies, comme Undies qui a fait finalement, Undies, c'est des
pyjamas et puis des maillots de bain, des sous-vêtements. Ils ont fait un seul shooting avec une fille, ils mettent des capteurs, et après ils prennent une seule image, et puis à l'infini, ils multiplient. Donc là, bad buzz, c'est vous voulez faire des économies en fait, vous remplacez l'humain. Tous les bad buzz finalement sont ça. Si c'est pour de la créativité, génial. Je vais paraphraser Christophe, mais on le dira qu'une seule fois dans notre vie, on veut la vraie Beyoncé. On l'a dit, hein, voilà. On ne veut pas une fausse. Alors, rapidement sur les mauvais projets IA, quand est-ce que ça dérape quand on l'observe à la façon chercheur, quand est-ce que ça dérape les projets IA? Oui, je pense Gêne. qu'on l'a déjà vu, c'est finalement pas associer les équipes métiers, avoir des choses un peu à la mode. Vous voyez, il y a peut-être 3-4 ans, on aurait parlé de quoi? On aurait parlé de NFT, de métaverse, encore avant, d'enceintes connectées. Les technologies arrivent, si c'est pour ne pas créer de valeur et être juste à la mode, c'est pas une bonne idée. Tenir compte aussi de l'intégration dans les systèmes existants, donc avoir une stratégie claire, ne pas chercher non plus, je voyais dans les mauvais projets, développer un assistant IA ultra personnalisé, d'abord tester ce qui existe, les solutions existantes. J'aime bien la citation justement de Manutan, je l'ai noté, oui, elle est là, de Pierre-Olivier Brial, donc, qui est aussi vice-président du METI. Nous avons choisi de faire appel à l'IA uniquement pour résoudre des problèmes existants, pour atteindre des objectifs précis de productivité ou de passage à l'échelle. Donc, c'est vraiment une utilisation d'une problématique métier, des KPI utiles. Si c'est pour faire quelque chose de beau, de nouveau, trop ambitieux, sur des données qui ne sont pas propres. C'était la même chose il y a 25 ans sur finalement l'EDI. On mettait entre deux entreprises finalement un TGV, mais si finalement les applicatifs sont mauvais, à la fin, c'est quand même ce temps-là qui compte. De manière plus globale, Oui. si on observe scientifiquement, cliniquement parlant les projets comme vous faites Catherine, sur cloud, blockchain, Voilà. influenceurs et IA, quels sont les bénéfices qu'on va chercher? Alors, je vous vois prendre des photos, vous aurez les slides. Ce sera plus facile Oui, après, je hein, pense bien que entendu. les bénéfices, on les connaît parce que ça, de toute façon, les grandes les fournisseurs viennent vous les raconter. Mais c'est plutôt les limites. Donc, le cloud, l'intégration des technologies. Alors, quelque chose de nouveau dont on n'a pas parlé, c'est l'autonomie de l'utilisateur. Peut-être qu'à un moment, Christophe, tu disais, tiens, sur le chat GPT, c'est ce qu'on appelait dans le temps bring your own device. Alors, vous êtes trop jeune peut-être pour vous en souvenir, mais quand on avait les nouveaux, l'informatique, les gens finalement étaient mal équipés en logiciel en entreprise. Et ils disaient, ah non, mais attends, moi j'ai trouvé cette petite applicative, j'ai trouvé ça. En fait, un problème de sécurité, un problème de non-homogénéité. On retrouve ça finalement avec ChatGPT, avec la difficulté de pas tuer finalement une envie de faire, un salarié qui a envie de faire, mais en même temps, attention derrière sur des failles de sécurité en fait. Donc voilà, cette question de l'autonomie de l'utilisateur, la formation des équipes. Rémi Cointreau, ils font quelque chose de très intéressant, c'est par rapport à leur publication de rapport annuel, il y a un petit additif qui est la partie IT, qui est rédigée donc par les équipes IT, qui parle de aujourd'hui on a du cloud, on fait des formations régulières pour rappeler aux utilisateurs les questions de sécurité. Comme dans le temps, on avait aussi, vous savez, entreprise advocacy, c'est-à-dire les gens, vous visitez les locaux, vous avez envie de parler de votre entreprise sur les réseaux sociaux, et on avait ce cas du salarié d'SFR qui visite les data centers, qui prend des tas de photos, qui met ça sur son profil. Attention, c'est bien d'être enthousiaste, mais il y a quand même des questions de sécurité. Alors, à ce moment-là, Christophe, toi, dans ton approche IT, quand tu gères les projets d'IT, les nouveaux projets, Catherine nous donne quelques tips pour bien comprendre comment les activer. Quelles sont les règles que toi, tu t'appliques avant d'aller chercher des budgets, lancer des équipes? Quelles sont les règles que tu appliques à la technologie quand tu regardes l'entreprise et quand tu montes au board pour chercher des budgets? J'ai pas bien compris la question, en fait, je suis désolé. Comment tu fais pour justifier les projets IT? Est-ce que c'est de l'économie? Moi, je parle toujours du use case, hein, du business, enfin, ou d'un problème utilisateur ou de sécurité. Aujourd'hui, une bonne partie de nos projets, on va pas dire de bêtises, c'est de la sécu. Donc là, ça se justifie. C'est une nouvelle technologie, mais le changement technologique est justifié pour augmenter un peu la sécurité. Autrement, ça, c'est les projets que moi j'initie. Les autres projets, ça va plutôt être à l'envers. C'est plutôt le business qui vient me voir et à moi de trouver la technologie pour répondre à leurs demandes business. Ça peut m'arriver de suggérer des choses, mais dans ce cas-là, je suis plus dans la suggestion en disant, vous savez, peut-être qu'on pourrait faire ça avec tel outil. Et là, c'est eux qui accrochent ou qui accrochent pas. Mais je ne demande jamais l'argent. Moi, je propose toujours plutôt un projet business. Et quand ils viennent te voir avec une techno qu'ils ont déjà choisie, ça n'arrive pas. Ça peut arriver. ça,
je serre les dents. Mais sur l'IA, moi, la réflexion, moi aujourd'hui, actuellement, c'est qu'il va falloir qu'on en fasse de plus en plus des projets parce que pour moi, l'impact de l'IA dans les services informatiques, c'est qu'il y a l'IA, il y a le cloud, il y a le SaaS, il y a le no-code. Et jusqu'à maintenant, la Shadow IT, c'était un pauvre fichier Excel avec un peu de macro. Mais là, ça risque d'être des vraies applications. Parce que n'importe quel stagiaire, n'importe quel utilisateur dans un service, il va pouvoir construire une vraie appli avec ChatGPT. Construis-moi ça en no-code, low-code, machin. Ça va marcher. Et puis le jour où ça ne marchera plus, allô. Et là, c'est plus une macro Excel qu'il va falloir comprendre. C'est tout ce qu'il y a derrière. Et dans l'urgence, parce que finalement, on s'en servait. D'accord. Petite conclusion, Catherine, parce qu'on arrive au temps. Oui, on ce consomme qu'on du a, temps aussi. effectivement aussi la peur, la résistance des équipes. 60% des salariés ont peur de se faire remplacer par une IA. Donc aussi ne pas sous-estimer cette résistance finalement. Voilà. C'est ça. Oui, on a une règle qu'on entend souvent. L'IA va pas prendre votre boulot, c'est quelqu'un qui sait faire de l'IA qui va prendre votre boulot. Mais enfin, moi, je me permets juste. Nous, on fait un peu, par exemple, sur le pricing ou sur comment optimiser les commandes, c'est notre métier, donc comment les réimpôts de stock. Même si les gens savent qu'ils ne vont pas prendre leur métier, c'est quand même désagréable quand on a 40 ans de boulot de dire qu'un ordinateur va mieux faire son travail que nous. Rien que ça. En même temps, 99% des formations d'introduction à l'IA, même si ce sont des fournisseurs, sont gratuites et disponibles le week-end. Quand on voit ce que les gens regardent à la télévision, monsieur, il pourrait faire autre chose. Mais je veux dire, on peut s'éduquer assez facilement. Dans mon entreprise où on a très très peu de moyens, on a demandé à chacun de revenir à la fin du mois avec une certif Google et ou Microsoft. Mais les trucs de base, ça prend 2 heures et quart. Et tout d'un coup, ils comprennent ce que c'est que le prompt. Et même des gens qui sont très réticents, la CFO, elle a fini par comprendre. Et c'est quand même un travail alors évidemment, c'est des grands LLM sataniques pour certains, mais c'est quand même un moyen d'éduquer très rapidement. Et ça, on est arrivé à le faire. C'est quand même une chose importante. Ouais, mais pour moi, quelqu'un qui a 40 ans d'expérience, il connaît ses clients, il sait quel prix il faut faire. Une ayant violente. Ouais, voilà, mais c'est souvent ça le truc. Moi, je sais acheter, je sais c'est quoi les pneus qu'il faut. Je les connais. Et c'est pas la machine qui va me dire mieux que moi. Comment? Ça fait 40 ans que je bosse pour savoir ça. On va pas pouvoir refaire le débat sur l'IA, malheureusement. Est-ce qu'on nous reste 2 minutes? Est-ce que quelqu'un dans la salle veut dire quelque chose à propos des technos, des expériences, du vécu? Je vous ai vu acquiescer, ne pas acquiescer, commenter entre vous. Il faut prendre un petit micro parce qu'en fait, on a le sujet de l'enregistrement. Voilà. Bonjour, merci, c'était très intéressant. Petite question sur les avatars, les influenceurs en avatar. Moi, ça m'a un peu surpris de savoir qu'il y avait vraiment d'audience. Et à côté de ça, on se dit effectivement, il y a des phénomènes de bad buzz sur des publicités qui utilisent de l'IA. Alors, est-ce que c'est un effet générationnel dans le sens où là, sur les publicités, on visait peut-être des gens qui avaient des souvenirs sur des publicités d'antan? Et est-ce qu'à terme, ce type de publicité avec IA générative, ça ne va pas devenir le commun? Parce qu'effectivement, on va adresser des populations de plus en plus jeunes, qui ont de plus en plus l'habitude d'avoir ce type d'image, et avec une acceptation de plus en plus forte dans le temps. Enfin, comment vous voyez les choses? Oui, alors c'est bien parce que c'est un sujet sur lequel je travaille. L'acceptabilité, c'est si l'IA fait plus créatif, plus inventif, plus émotionnel, je prends. Si par contre ça remplace de l'humain, mais j'ai pas de l'émotion, je préfère l'humain en fait. Si c'est pour voir, je sais pas, je pense à du truc pour les bébés, j'ai besoin de voir une vraie maman, un vrai enfant. Si c'est pour voir quelque chose dans un musée, une boîte qui sort du tableau d'Andy Warhol et puis le radeau de la méduse, il tend la main pour attraper et puis ça part dans le cri, ça part dans moi. Là, c'est génial. Donc là, je préfère l'IA, la publicité avec l'IA générative, quel que soit l'âge en fait. Si le prétexte c'est de prendre de l'IA pour faire moins cher, ah bah là, ça va pas en fait. C'est surtout ça. Et on voit des phénomènes de rejet de marques qui sont abîmées par ce propos. Coca-Cola et Wendy's. C'est la même marque en fait. Oui. Donc on peut pas dire, il n'y a pas l'effet marque. Le goodwill de marque, il est abîmé là-dessus. Vraiment, cette publicité, c'est la publicité culte de 95. Qui sont à des camions qui passent, les gens les voient, il y a des rennes. Et là, vraiment un rejet de dire, mais attendez, vous avez fait vous avez fait du quick and dirty juste pour. Il n'y a aucune créativité, vous reprenez un truc existant en fait. Et sur les influenceurs virtuels, quand on voit que leur taux d'engagement, c'est 3 à 8 fois supérieur à un influenceur réel, c'est pour ça que nous, en tant que chercheurs, quand on a vu ces chiffres-là, on a dit, il faut qu'on aille comprendre. Enfin, c'est quand même, on sait, il ne le cache pas, que c'est quelqu'un qui n'existe pas, qui te raconte toute sa life avec son petit copain, enfin, c'est comme toutes leurs histoires. Et elles sont souvent très engagées. Hein. On a par exemple Bermuda, elle vote Trump, elle est pour le port des armes. Voilà, elles sont vraiment. Alors en ce moment, on l'entend beaucoup.
Et puis elles ont leur playlist. Et elles sont. Alors, il y a un mapping. Il y a celles qui sont créées par des marques, comme je disais, Léna de TUI, celles qui sont créées par des agences ou des photographes, donc qui sont multimarques vendues 3 000 €, 4 000 € et 10 000 € par. Et puis il y a celles qui sont anthropomorphes, non anthropomorphes. Là, pour l'instant, j'ai parlé de personnages, d'hommes et de femmes, voilà, voire de personnages un peu manga. Mais il y a aussi Nobody Sausage, enfin, la saucisse, Good Advice Cupcake, un petit cupcake, le petit lapin, Harville Lapin, voilà, avec son super copain, le renard. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est quand on interroge des jeunes et qui vous disent je m'identifie. Alors, ils s'identifient à un lapin, ils s'identifient à un personnage manga. Et ce qui est marrant, c'est que quand on voit dans les publicités, finalement, les égéries, on suit toujours suivi depuis les années 50 l'industrie culturelle dominante. Donc avant, on prenait, c'était le cinéma, la télévision, on avait des stars de Hollywood. On en a toujours. Julia Roberts, elle continue à faire des publicités pour Calzedonia. Les années 2005-2015, c'est les réseaux sociaux. On a ces fameuses influenceuses qui essayent de jouer la proximité. Elles ne font pas rêver, les autres faisaient rêver. Julia Roberts, elle fait rêver. Là, c'est la proximité, c'est l'idée que ta meilleure copine va te donner ses meilleurs conseils. Puis là, on arrive un peu à trop de scandales, voilà. Et là, l'industrie dominante culturelle aujourd'hui, c'est le jeu vidéo. Donc, ce n'est pas étonnant que ça soit des computer generated imagery, des choses créées par l'image. Même sur des personnes plus âgées qui trouvent ça assez intéressant. Parce que du coup, moi, j'ai fait 18 entretiens avec des utilisateurs. Les gens te disent c'est plus authentique, c'est plus transparent que l'influenceuse en chair et en os. Pourquoi ? Parce qu'elle ne cherche pas à mentir. Elle ne cherche pas à dire je suis propre. C'est aussi quelque chose qui fait rêver. Les gens me disent j'ai l'impression d'aller au musée, c'est la perfection. Alors, il y a une limite, c'est que cette superbe influenceuse virtuelle, elle n'a pas de problème d'acné. Elle va peut-être pas pouvoir faire de la publicité pour une crème anti-rides ou d'acné. Elle a tout ce qui va être autour de la life. Quand justement Lily Milkela, qui est une des plus grandes influenceuses virtuelles créée en 2017, raconte qu'elle a été violée, là, bad buzz. Les gens disent non mais attends, ok, le viol c'est autre chose. Il n'a pas vécu. Donc on voit bien les limites aussi de ces choses-là. Il va falloir former nos psys parce que nos enfants qui sortent d'école de commerce, la tête farcie de ce genre de trucs, qui rentrent pour la première fois en entreprise, ils sortent au bout de 3 semaines, ils n'en peuvent plus parce que le patron, il est réel, il a de l'acné, il est con comme un arbre et il est invivable, alors qu'on lui a vendu un modèle de patron absolument extraordinaire. Nous, on veut la vraie Beyoncé, Christophe, on veut pas des ersatz. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mis à part mes remarques stupides? Alors, moi, j'ai une question vraiment fondamentale et histologique. On a vu des courants technologiques avancés depuis 20 ans. On en a vu qui sont restés. Le protocole IP est resté. Et Metaverse a totalement disparu, ou tout du moins est parti dans les limbes du truc. Est-ce qu'avec l'IA, alors les gens répondent toujours non, c'est pas possible. Est-ce que l'IA peut disparaître dans les limbes de l'histoire, ou est-ce que c'est un phénomène quand même qui est alors sur le Metaverse, moi j'ai beaucoup écrit sur les NFT qui se sont effondrés parce que c'est. Alors sur le Metaverse aussi, c'est parce que le Metaverse a été lancé par Zuckerberg trop tôt en fait. Le Metaverse Web 3, donc décentralisé, n'était pas prêt. Quand on discute avec les gens de The Sandbox, etc., pour eux ça a été la catastrophe. C'était technologiquement pas prêt. Zuckerberg a voulu lancer le Metaverse pour qu'on oublie Facebook et les réseaux sociaux et les procès qu'il avait avec les différentes CNIL, etc. Donc lui, il s'est dit, super, je ne suis plus un réseau social, je suis un métaverse. J'arrive dans un espèce de vide juridique. Et en réalité, on a dit aux gens, c'est du métaverse, c'est génial, etc. En fait, en 2007, on avait Second Life, des publicités dans Second Life. 2007, c'était l'année Second Life, toutes les campagnes se faisaient là. Bon, quand on est arrivé dans le métaverse de Zuckerberg, les personnages étaient, je ne sais pas si vous avez vu, les jambes étaient coupées, etc. Donc on dit, c'est une super innovation. Mais attendez, en 2007, on faisait mieux. Donc il a complètement saboté le métaverse, le métaverse Web 3 quand il arrivera. Parce que finalement, on a fait du métaverse Web 2 qui marchait moins bien que ce qu'on avait. Donc pour moi, ça m'a fait mal au cœur pour des vraies personnes parce que le Web 3, c'est du décentralisé, c'est les DAO, c'est donc les Decentralized Autonomous Organization, c'est de l'empowerment du consommateur, c'est par exemple, on l'a vu avec les NFT, c'est la possibilité pour un artiste de vendre directement, donc de plus donner 20-30% à une galerie ou à un intermédiaire. Donc, c'est quelque chose, c'est une vraie révolution Web 3 et elle a été un peu tuée dans l'œuf par cette annonce-là, quoi. D'autant que le NFT maintenant fait courir le risque à des gens qui vont acheter du pain qui se font kidnapper en bas de la rue.
On a dépassé de 5 minutes, on va être foudroyé à la sortie, tu verras, c'est certain. J'espère que vous avez pris plaisir à cette conférence à bâton rompu. Vous comprenez que Catherine et Christophe ont un peu plus de choses et qu'ils ont des approches. On a été obligé de les cadrer beaucoup pour rester dans les 45 minutes. Ils sont là pour la conversation, pour les échanges. N'hésitez pas. Alors, j'ai dit tout à l'heure apparemment une bêtise qu'on allait vous donner les slides. Et apparemment, c'est jamais le cas. C'est jamais le cas. C'est jamais le cas. Mais alors là, moi, je serai vous. Je jouerai la partie. Je suis l'utilisateur final. C'est vous qui avez le pouvoir ici. Moi, je ne Oui, peux surtout rien. qu'on j'ai fait des pages, Ah oui, pages on en et a des fait pages des- avec tous les liens Oh, parce que un peu de science. Mais donc, utilisez votre pouvoir, celui de l'influence, et puis rentrez-leur dans le chou. Je dis ça, moi. Et non, mais. Alors, tous les cas de Catherine, comme Catherine publie parce qu'elle est chercheuse, tous les cas de Catherine sont publics. Ça, c'est quand même très intéressant. Vous pouvez les récupérer. Ces slides-là sont publics. Donc, quand même, n'hésitez pas. Et cet entretien est enregistré. Il ira en IA, je ne sais pas où. On y aura des résumés dans 6 mois en chinois, mais c'est pas grave. Merci beaucoup à tous les deux. On vous a vraiment mis le stress. Merci. Merci à tous les deux. Ah, elle ne s'arrête plus. Alors il me dit, ah, Julie, est-ce que tu peux me raconter en 10 lignes l'histoire de Caé, qui a été créé par Cathy Boulanger. Alors il dit, ah, Caé, c'est Cathy Boulanger et héritage, parce qu'elle a grandi dans la Provence, les champs de lavande. C'était très beau, ce que j'étais inventé. Ah oui, c'est un peu plus, parce que les thèmes sont beaucoup